Bonjour le monde et bienvenue dans Hot Shot, le rendez-vous des étoiles, un espace de réflexion où chaque parcours élève une leçon. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous allons faire un grand voyage dans l'univers de l'expertise, de la sagesse et bien évidemment du succès dans toutes ses nuances. Alors sans plus tarder, et oui, pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai le plaisir de retrouver un complice de choix, une personne que vous allez vite reconnaître. On l'appelle #TheJoeBlack de Mackenzie. Ça va le boss, tu vas? Ça va. T'es bien là? Merci. Ça fait longtemps. Super longtemps. Tu nous as beaucoup manqué, frère. Je suis de retour maintenant, ça fait plaisir. Alors dis-nous, ça va, ça se passe bien chez toi? C'est qui l'invité déjà? Ok, alors déjà, aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver notre dame de préférence, Madame Tissia Mokuna, qui est justement aussi à ma droite. Et on va parler de son expérience, de son parcours professionnel et bien évidemment aussi relationnel et tout ce qui va avec, toutes ses motivations. La chose qui a permis à Tissia de pouvoir créer son empire et qui elle est aujourd'hui et en quoi est-ce que se projette dans 5-6 ans après et tout. Alors, je donne la parole à Tissia. Merci. Merci de m'accueillir. Moi aussi, j'ai envie de trinquer. Ah bah ouais. À votre santé. Merci de m'accueillir. Merci. Pas de souci. Alors, Tissia, en quelques mots et tout, comment est-ce qu'on peut vous décrire? Déjà, Tissia est quelqu'un qui aime le vin blanc. Ok. Mais plus sérieusement, on peut me décrire comme une amoureuse du Congo. Quand je dis ça, c'est pas simplement que j'aime être congolaise. J'aime venir de notre pays, mais j'aime aussi ce que notre pays offre. Yeah. Et je pense qu'on doit aussi lui offrir beaucoup. Je suis une entrepreneur, mais pas que. Je suis aussi la fille de quelqu'un, je suis la femme de quelqu'un, je suis la mère de quelqu'un, je suis la sœur, l'amie et une passionnée d'agriculture. Passionnée d'agriculture. Justement, en parlant d'agriculture, Madame Tissia, on aimerait vraiment que vous puissiez nous dire un peu quelle est la motivation que votre père a eu à vous accorder durant ce processus-là en tant qu'entrepreneur. Alors, j'ai envie de dire mes parents. Parce que ma mère est une personne formidable. C'est une source d'inspiration pour moi. Ma mère, c'est une battante. Quand on est arrivé en France, c'était pour les études. Enfin, pour les études de ses enfants. Et ma mère, qui avait une très belle situation ici au Congo, quand elle est arrivée en France, elle n'avait rien, elle connaissait personne, elle s'est battue. Et elle a fini une très belle carrière alors que elle est arrivée dans un pays où elle ne connaissait personne. Et pour moi, ça, c'était déjà une première source d'inspiration. La ténacité de ma mère, voir qu'il y avait devant moi une femme forte. Je ne pouvais que aussi être cette femme. J'aurais aimé avoir des filles pour être aussi un peu leur source d'inspiration comme ça. Okay. J'ai 2 petits garçons, mais j'espère aussi qu'ils chercheront, eux, des femmes qui vont inspirer cette force chez la femme. Et puis mon père, lui... mon père, c'est marrant. Parce que il m'a toujours trouvée brillante, à motiver à faire de longues études. Et du coup, il s'attendait à ce que j'ai un travail chez Microsoft. Voilà, un truc vraiment incroyable. Quand je lui ai dit que je voulais faire du café, il était un peu surpris. Parce qu'il s'est dit, non, attends. T'as un MBA en négociation des affaires et tu m'expliques que tu vas aller faire pousser du café. Donc, il était un peu surpris, mais... il a vu ma ténacité et puis il sait que quand j'ai une idée en tête, en tous les cas, je change rarement d'avis. C'est parfait en tout cas. J'aime bien. Non mais déjà qu'on voulait aussi parler de ton père, parce que je crois que dans la plupart de tes apparitions à la télé, podcasts, vous avez beaucoup plus parlé de ta vision et aussi l'apport de ton père sur ces secteurs que tu voulais vraiment embrasser. Alors parle-nous un peu de tes études. Comment tu te retrouves dans l'agriculture? Parce qu'à la base, c'était pas ça, comme tu l'as dit. Non. Tes débuts. À la base, c'était pas ça. Moi, à la base, j'ai fait un master en marketing et un MBA en négociation des affaires que j'ai fait en Chine, à Shanghai. Ok. Ne me lancez pas sur le chinois. Je vais pas parler chinois ici. Même pas un peu. En tipoudong. Donc, oui, donc du coup, j'ai fait un MBA en négociation des affaires. Et pourquoi j'ai parlé de Microsoft? Parce que c'était un de mes premiers travails, en fait. J'étais chef de marque pour Xbox Music chez Microsoft, parce que Xbox, c'est un produit de Microsoft. Et après, avant ça, je travaillais chez Panasonic. Et après Microsoft, chez PlayStation. Chef de publicité digitale.
Parfait. Donc, rien ne me poussait à faire de l'agriculture. Elle a un bon background, madame. Franchement, comment tu t'es retrouvée ici? Sauf que à côté de ça, l'agriculture, c'était une passion. Ouais. Et donc, depuis que je suis petite, avec mon père, on aimait bien faire pousser les choses. Il y a des enfants qui aiment bien aller faire du foot avec leur papa ou aller à la pêche. Nous, on aimait bien faire pousser des arbres. Ok. Orangers, citronniers, etc. Et un jour, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien faire pousser du café. Et là, la réaction des gens était, non, le café pousse pas à Kinshasa, donc oublions cette histoire, on passe à autre chose. Mais comme je suis têtue, je me suis dit, non, j'ai envie d'essayer, j'ai rien à perdre. J'étais étudiante, donc j'avais pas de loyer à payer, j'avais pas d'enfants à charge. Si ça marchait pas, je perdais rien, sauf la semence que j'aurais eu à acheter. Yeah. Une semence de $20. Donc, je perds $20, mais je perds pas toute une maison, quoi. Yeah. Donc, je me dis, OK, d'accord, j'essaye. Ça a poussé. Et puis, c'est resté là. J'ai continué ma vie, mes études, à travailler, etc. Quand je suis revenue au pays, les gens étaient tellement surpris que j'ai du café à Kinshasa que c'est en voyant la réaction des gens que je me suis dit, OK, d'accord, j'ai envie de faire quelque chose de ce café. J'ai envie de pousser l'idée plus loin. J'ai trouvé des acheteurs libanais, des acheteurs turcs qui m'ont dit qu'ils pouvaient bien me racheter mon café et ils allaient mettre leur marque. Et là, je me suis dit, mais si on fait ça, plus personne saura que le café vient de Kinshasa, que c'est un café congolais. Il y aura une marque turque, une marque libanaise, on va perdre notre identité. Yeah. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, j'ai envie de faire mon café et je vais l'appeler La Quinoise parce que la plantation est à Kinshasa. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé un peu avec pas beaucoup d'emballage. On faisait ça de façon artisanale. La personne qui a fait le logo était mon petit copain de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari. Wow. Donc, du coup, on a vraiment commencé comme ça. Yeah. Et c'est petit à petit que La Quinoise est devenue une entreprise qui engage aujourd'hui plus de 40 personnes. Énorme. En tout cas, j'encourage beaucoup, surtout quand c'est une femme qui gère. Je pense que ça vaut les détours. #IsJoeBlack. Alors, Laetitia, à Kinshasa, on t'appelle parfois la reine du café. Qu'est-ce que signifie ce titre pour toi? Est-ce que c'est un slogan? Alors, je sais plus qui a dit la première fois la reine du café. Ok. Ok. C'est un surnom, effectivement, qu'on m'a donné. Avant, on m'appelait aussi Maman Café. Ok. Puis, c'est devenu la reine du café. C'est un honneur. C'est un honneur, effectivement. C'est un honneur parce que quand j'ai commencé, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ok. Je me sentais pas légitime, en fait. Déjà, j'étais pas agronome. Et puis, il faut savoir que dans le monde du café, beaucoup de gens sont dans le café depuis des générations. Ils vont dire, ah, mon grand-père faisait du café, mon père a fait du café, je fais du café. Oui. Moi, j'étais la première génération de personnes qui faisaient du café. Donc, je me sentais pas trop légitime. En plus, j'étais jeune. Parfois, j'arrivais dans des réunions, il y avait que des papas, même des papis. J'étais la seule femme, la seule jeune. Donc, je me disais, waouh, qu'est-ce que je fais là? Eux, ils ont l'expérience, ils ont 40 ans d'expérience, etc. Moi, finalement, je suis quelqu'un qui a fait une expérience qui a marché et je me sentais pas légitime. Donc, aujourd'hui, qu'on m'appelle la reine du café, c'est un honneur parce que c'est tout ce passage-là où je voulais prouver que j'avais ma place. Je voulais être la plus crédible possible. Je ne m'octroyais aucun défaut et aucune faute. Parce que je voulais qu'on se dise, non, cette dame-là, elle est à sa place. Elle est pas arrivée là par hasard. Aujourd'hui, qu'on m'appelle la reine du café, oui, ça me fait plaisir. T'as pris le temps, hein. Comme on dit, le temps est le père de toutes choses. Et tu l'avais aussi compris qu'il fallait quand même respecter les processus pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Il fallait respecter les processus. Et puis aussi, j'avais cette ambition de relancer des plantations de café abandonnées. Ok. Il faut savoir qu'en RDC, beaucoup de gens... Par exemple, vous pensez qu'il y a combien de provinces qui produisent du café? Ah, ben pour moi, 2. Il y en a 18. Wow. 18 provinces sur nos 26 peuvent produire du café. Magnifique. Et il y a beaucoup de plantations qui sont abandonnées. Il faut savoir que la RDC était l'un des premiers pays exportateurs de café, mais c'était il y a 40 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est même parmi les derniers. Plus personne connaît le café congolais. Okay. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, toutes ces plantations de café abandonnées, je vais les relancer, réinvestir dedans, sans forcément les acheter, hein. Mais j'aide les gens, les locaux, à réhabiliter leur plantation. Oui. À côté, moi, je suis
acheteurs de leur café. Donc, on fait un partenariat qui me permet d'avoir du Libérica, du Petit Quilou et de l'Arabica. Parce que moi, dans ma plantation, on fait principalement du Robusta. Ouais. Donc, du coup, tout ça, ça m'a permis de relancer ces plantations de café abandonnées. Comme ça, aussi, petit à petit, on m'appelait Maman Café. Okay. Parce que je commençais à adopter les plantations des gens. Et donc, de Maman Café, devenue après la reine du café. Et parce qu'on a cette logique de relance. On a relancé des plantations de café à Luisa, à Miabi, à Boma. Ok. On travaille aussi en partenariat avec d'autres caféiculteurs du sud du Bangui, des Kivu. Donc voilà. Donc c'est pas avec la quinoa, c'est pas que Kinshasa. On travaille vraiment avec d'autres caféiculteurs. Intéressant. Tia, en tout cas, ton projet, le café et la quinoise, est totalement remarquable. Déjà, c'est très épatant et aussi ça éblouit. J'imagine pas avec les investisseurs et tous les autres partenaires. Déjà, présenter ce genre de projet pour une femme et tout en sachant déjà que c'est une industrie qui ne œuvre vraiment plus pendant des années. Et toi, tu reviens renaître, ça a été la première dans ta génération en plus, qui ramène cela et tout. Moi, j'aimerais savoir un peu, quelles étaient tes premières difficultés lorsque tu t'es décidé, OK, moi, le café la quinoise, je veux le faire à Kinshasa. Voilà, quelles sont les difficultés en termes de main-d'œuvre, en termes des terres fertiles ou pas? Comment est-ce que tu as pu t'en sortir par rapport à ça? Alors, surtout à trouver l'implantation ici à Kin. Alors la plantation, finalement, les planètes étaient alignées. Je pense vraiment, moi, je suis chrétienne. Je pense que je devais trouver cette plantation. Ok. Avec ta foi. Exactement. La plantation que j'ai, donc le terrain que j'ai, on ne croirait même pas qu'on est à Kinshasa. Quand on ramène les gens là-bas, on pense qu'on est au village. Et pourtant, on est toujours à Kinshasa. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc quand il fait nuit, quand le soleil tombe, on est dans le noir. Noir total. Il y a des gens qui vivent autour. Mais on est tellement loin de tout. Ma plantation est de là-bas et par chance, par la grâce du Seigneur, elle traverse un cours d'eau. On est déjà à Kimwenza, on est déjà proche du Congo central, mais on est à Kinshasa. Okay. Donc il y a beaucoup de choses qui sont réunies pour que le Robusta pousse. On est en hauteur, on est à Mongafula, on est en hauteur, on est proche du Congo central, qui est une province qui produit déjà aussi du café. Et on a un cours d'eau, donc c'est-à-dire que la terre est pas sèche. Et donc du coup, tout ça fait que le café a poussé. Donc j'avais pas vraiment de difficultés au niveau du terrain. Les difficultés que j'ai eues principalement pour moi, il y a eu les difficultés infrastructurelles. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de route, etc. Ça, pour sortir le café, emmener ça à l'usine, c'est compliqué. J'ai une usine, j'ai une industrie, mais avoir une industrie dans un pays qui n'a pas encore connu de révolution industrielle, c'est compliqué aussi. Très compliqué. Parfois, on peut faire des productions, le courant part, pourtant on est sur un départ unique, on est sur le groupe électrogène. Oh là là. On est obligé de faire cette commande-là, on peut pas repousser ça à demain. Et imaginez donc une commande avec un groupe électrogène, c'est des coûts, mais qu'on va pas expliquer aux clients, bonjour, donnez-nous un peu l'argent du carburant. Non, il faut qu'on se débrouille, etc., etc. Ça, c'est les premiers problèmes. Et ça, je le savais déjà parce qu'entreprendre au Congo est une réalité qui est difficile. Déjà, entreprendre partout dans le monde, c'est dur. Mais au Congo, je pense, il faut marquer ça sur son CV. J'ai essayé d'entreprendre au Congo. Par contre, au Congo, ça devait être facile. Oui, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a une lourdeur administrative, mais au-delà de ça, il y a les structures qui vont pas. Il y a un écosystème qui est pas adéquat. Mais au-delà de tout ça, la principale difficulté pour moi, c'était les êtres humains. Les hommes et les femmes. Oui. Il y avait déjà ceux qui croyaient pas en moi. Parfois, je voyais sur Internet des gens qui disaient « elle a pas de plantation à Kinshasa, elle ment, c'est une menteuse », tout ça. Donc, des gens qui voulaient même lutter contre le rêve. Voilà. Ils voulaient même lutter contre le rêve. Il a fallu que des journalistes blancs viennent à ma plantation, prennent des photos, fassent un reportage pour que enfin on me croie. Oui. Pourtant, il y avait des journalistes congolais qui étaient venus. « Ah non, elle a payé ces journalistes-là, ils sont même pas à Kinshasa. » J'étais là, mais comment on peut lutter comme ça contre un truc aussi beau de savoir que notre terre est tellement belle que même dans la capitale, le café pousse. Ouais. Bon, ok, ça va. Il y avait d'autres personnes qui luttaient contre moi, toujours des Congolais. On va comme ça dans un hôtel, on veut proposer notre café. Vous allez voir qu'en face, peut-être celui qui a la décision, un des sous-directeurs, c'est un Congolais, il va dire non, il préfère prendre le café importé que le café de son propre pays. Donc il y avait ce genre de lutte-là, et puis il y avait aussi la lutte d'autres caféiculteurs parfois qui disaient non, toi t'as pas ta place, t'es jeune. Moi on m'a déjà dit lors d'une réunion,
On était avec plusieurs caféiculteurs comme ça. Je voulais prendre la parole parce que je sentais que l'organisation, on était en train d'organiser la Journée internationale du café. Je sentais qu'il y avait un petit souci au niveau de l'organisation. J'ai voulu prendre la parole. Le président des caféiculteurs, donc de cette organisation, il se reconnaîtra. De l'époque. Ouais. Pas l'actuel, de l'époque. Oui. Prend la parole. C'était au Salon il me international du café. on est en train d'organiser la Journée internationale du café. Parfait. Donc, on était en train de faire un brainstorming. Yeah, Je voulais yeah. apporter ma lumière parce que je voyais qu'il y avait un problème au niveau de l'organisation et des fonds alloués. Et là, il me dit, toi, la jeune, tu te tais, tu laisses parler les grands, on t'appellera quand tu pourras venir jouer. Oh. On est tous entre professionnels. On est tous collègues. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Même à un employé, on ne peut pas parler comme ça. J'étais choquée. Et en plus, moi, on m'a tellement appris à respecter les aînés que j'ai pas su répondre directement. Il a l'âge de mon grand-père. Je ne savais pas quoi dire directement du tac au tac. Oui. Donc, je n'ai rien dit. Je m'en suis voulu. Je suis rentrée chez moi. J'arrêtais pas de me dire, ah, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû répliquer ça. Et puis, j'aurais dû lui dire ça. Et puis, finalement, avec le temps, un jour, ce monsieur-là m'appelle pour me dire, ah, tu sais, est-ce que tu peux m'aider avec le marketing? Moi, j'y arrive pas. Je dis, ah. Donc maintenant, on a besoin de la jeune. Non, mais Alors, ne me dis pas qu'après, tu as vidé ton sac, non. Non. Ok. Non. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, il a plus sa marque de café. Ok. Donc, la roue tourne, en fait. Yeah. Les gens peuvent vous mépriser et puis c'est le temps qui va faire les choses. C'est le Seigneur qui va vous emmener là où vous êtes. Et puis la roue va tourner. Je dis pas que je vais rester ici pendant 40 ans et qu'on va m'appeler la reine du café pendant 40 ans. Mais en tout cas, je fais en sorte à ce que mon karma soit que positif. Donc, les difficultés, c'était principalement les gens. Et, bizarrement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi les gens. Parce que parallèlement à toutes ces personnes qui voulaient lutter, il y en a d'autres qui m'ont beaucoup aidé. Oui. Des gens qui m'envoyaient des messages pour dire c'est bien ce que tu fais, même qui venaient d'autres pays. Je me souviens, il y avait des Congolais du Canada qui m'avaient envoyé un message en disant nous, on est au Canada, mais vraiment, on te soutient. D'autres gens qui m'appelaient pour me dire moi, j'achète ton café, mais je bois même pas du café. C'est seulement quand je passe au magasin, j'achète quand même. Donc, vraiment, des restaurants comme ici qui ont commencé à prendre mon café aussi. Sans même me poser de questions, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont aidé. Donc, j'avais l'impression que personne n'était neutre avec moi. Soit on essayait de me couler, de mettre des bâtons dans les roues, soit on me portait. Et heureusement, il y a plus de gens qui m'ont porté que de gens qui ont essayé de me couler. Et je pense que tous ces parcours-là vous a aidé aussi de rester à la hauteur. Parce que c'est pas facile. Moi, je me dis à ta place, ou soit si je dois réfléchir comme toutes les femmes, ben, je vais abandonner, hein. J'ai mon homme qui est là, il va venir m'épouser. Après, je vais faire ma vie, ou soit je vais encore suivre mes études. Alors, mais Tissia Mukuna, en parlant un peu aussi de tes mélanges, penses-tu que dans l'avenir, tu peux un peu aussi changer de variété, développer des différents produits seulement pour mettre en lumière l'industrie et bien évidemment... Oui, bien sûr. Moi, je pense que à long terme, on va faire d'autres produits. Là, maintenant, on veut juste maîtriser déjà celui-là, conquérir avec celui-ci, et puis après... On va élargir. Mais on a le temps. Je suis encore là pendant 40 ans, donc j'ai le temps. Ok, tu es encore là pour 40 ans. Oui, je suis encore là pendant 40 ans. Ils doivent accepter que tu es la reine du café. Je suis là pendant 40 ans. Bien. Et déjà, sur les différents produits que tu proposes en termes de café, à moins que ce que moi je vois souvent dans le supermarché, je vois qu'il y a un expresso, la quinoise expresso, il y a le robusta, et le arabica, c'est ça. Ce sont les trois produits, mais il y a Non, on fait aussi le liberica, c'est un café qui vient du Libéria, qu'on fait pousser au Kasaï. Okay. Que nous, on a décidé de faire pousser au Kasaï. Et on fait le petit Quilou aussi, qui est un café qui vient du Congo central, Quilou Kwango. Alors, le petit Quilou, c'est une particularité parce qu'il ne pousse qu'au Congo. Vous pouvez trouver ce café nulle part ailleurs dans le monde. Wow. Normalement, ça devrait être une force pour le Congo. Parce que le marché du café, c'est un marché de 200 milliards de dollars. Laetitia, excuse-moi un peu de vous interrompre. Comment vous faites pour monter seul sans pour autant avoir l'appui du gouvernement? C'est énorme ce que vous faites. Et le pays a besoin de ça. Alors, regardez comment les diasporas sont excités lorsqu'ils voient un produit qui vient d'ici. Tu vois un peu le délire. Mais pourquoi nous ici au Congo, plus précisément à Kinshasa et nos différentes provinces, là on parle directement du gouvernement parce qu'ils ont intérêt. Pourquoi on n'arrive pas à s'associer avec vous? C'est quoi? Alors, moi j'ai quand même été aidée à 2 reprises par le gouvernement. Okay. Je tiens quand même à le signaler. La première fois, c'est en gagnant le concours COPA.
le concours de plan d'affaires, comme beaucoup dans... En Afrique du Sud, c'est ça? Non, ici au Congo. Ici, ok. Comme beaucoup de gens ont gagné, vous savez, c'était le concours pas d'MPME, donc c'était le ministère de l'entrepreneuriat avec la Banque mondiale. Avec la Banque mondiale, oui. Voilà, ça m'a permis d'avoir des fonds qui m'ont permis de solder plusieurs machines que j'étais en train d'acheter. Parfait. Peut-être que ça allait me prendre 2 ans pour solder ces machines. Grâce à ce concours, j'ai pu les solder en 2 mois. Donc, il y avait déjà ça. Et puis après, j'ai aussi pris un crédit que je rembourse chaque mois chez le FOGEC. Okay. Donc, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, qui m'a permis, par exemple, d'acheter ma nouvelle machine qui me permet de faire des capsules pour les machines espresso. Et justement, d'ailleurs, on s'est un peu volatilisé en parlant sur le financement au gouvernement. Moi, j'avais vraiment besoin de savoir, je pense aussi les gens qui te regardent aussi ont besoin de savoir c'est quoi la spécialité, la variété, qu'est-ce qui différencie les différents produits que tu proposes dans le marché. Alors, nous, on propose différentes formes de produits, différentes façons de consommer le café parce qu'on vise différents clients. Par exemple, pour les cafés en grains ou moulus, ça va plus être pour les hôtels et les restaurants. Bien. On a aussi le café en dosette qu'on vend à 500 francs parce qu'on veut aussi vendre au grand public. On veut pas que notre café soit juste le café de ceux qui fréquentent des hôtels premium. De 5 étoiles. Ouais. Non, on veut que tout le monde puisse goûter à un bon café. Tout Congolais mérite un bon café à un prix abordable. Donc on a aussi des produits à 500 francs, mais c'est la même qualité de café. C'est l'emballage qui va être différent, la façon de consommer qui va être différente. Et puis après, on a les capsules, ça c'est plus pour le B2B, les entreprises, etc. Bien, parfait. Madame Tissia Mukuna, alors tu as été récemment lauréate de Baoba Award en Afrique du Sud. Dis-nous un peu, qu'est-ce que cela t'a apporté en termes de visibilité, réseau, confiance, qualité, en termes d'expérience aussi? Ouais, alors c'est toujours un honneur pour moi de gagner un prix. Hein. Comme j'ai dit, quand j'ai commencé, c'était un peu compliqué. On a combien de prix maintenant à la maison? Je les ai pas comptés. Mais on doit avoir une bonne dizaine de prix. Ah, c'est bien alors. Mais je suis contente parce que c'est pas juste le prix pour moi. D'ailleurs, ils sont pas à la maison, ils sont au bureau. Ouais. C'est le prix, c'est un award pour toute l'équipe. Même un award pour les gens avec qui je travaille, que ce soit au Kasaï, au Congo central, etc., sur du Bangui. Exactement. Parce qu'on me voit, moi, mais derrière, il y a tout un mécanisme. Il y a l'usine, il y a la plantation, il y a les commerciaux, il y a les chefs café qui ont les chariots, il y a l'agronome qui va au fin fond parfois pour aller repérer des plantations abandonnées pour dire aux gens, réveillez-vous, on va essayer de faire du boulot, on va ramener une activité économique dans ce village. Donc, il y a beaucoup de gens. Alors oui, effectivement, ils suivent ma vision, mais ils se sont tous accaparés de cette vision. Et donc, du coup, c'est un award pour tout le monde, donc c'est une grande fierté. Pour le prix Baoba Award, ça m'a permis... Déjà, c'est un prix que j'ai reçu donc d'une institution sud-africaine. Donc, c'est vrai que ça faisait plaisir d'être reconnu, mais en dehors de notre pays. Donc, c'est-à-dire que même d'autres pays reconnaissent que... Ici, il y a du bon boulot qui est fait. Il y a du bon boulot, ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'était comme un award. Pour encore parler d'une fois où on m'avait un peu traumatisée à mes débuts, je me souviens qu'il y avait un papa qui m'avait dit, moi, quand j'ai commencé le café, t'étais même pas né. T'es une fourmi. Moi, je suis l'éléphant, j'écrase les fourmis. Mais quand j'ai reçu le prix, il m'a dit, ma fille, j'ai toujours cru en toi. J'ai dit, c'est pas possible. Mais, en tous les cas, même toutes ces personnes qui croyaient pas en moi, qui ont essayé de me bousculer, aujourd'hui, ces personnes n'ont plus le choix que de dire non, effectivement, elle fait du bon boulot. Tu sais, c'est quoi? Dis-moi. C'est la constance. Ouais. La constance, c'est la clé du réussite. La constance, c'est la clé en tout et pour tout. Donc, quand tu veux vraiment imposer, imprégner ta philosophie, ta vision, je pense qu'il faut rester vraiment dans le processus et respecter le temps. Je pense que tu as raison, parce que je pense qu'au départ, peut-être les gens me voyaient arriver avec une fleur, mes vêtements colorés. Ah, mais autre chose, souvent, mon apoto, en français, tu vois. Donc, peut-être aussi. Ouais. Et puis, je disais, au bout d'un mois, elle va abandonner. On lui laisse même pas 1 an. Et puis, il voulait aussi me bousculer pour voir ce que j'avais dans le ventre. Parce que si j'arrivais pas à recevoir ces bousculades-là, j'allais dire, si tu veux pleurer, ma chérie, va faire tes ongles, laisse les grands jouer. Et ils ont vu que malgré le fait qu'on me bouscule, malgré les difficultés, etc., j'ai tenu bon. Donc aujourd'hui, je suis même pas dans une rancune où je dis à quelqu'un, non, toi au début, t'avais pas cru en moi. Non. Au contraire, je suis contente. Je dis, tu vois, toi, t'avais pas cru en moi, mais maintenant, tu crois en moi. Donc, tout ça, ça vient avec la constance, comme tu as dit. Et le fait de pas abandonner, de persévérer et de montrer qu'on est crédible. Moi, à chaque fois, mes équipes, on est une équipe, je pense que la moyenne d'âge, on doit être à 30 ans, quelque chose comme ça.
On est tous très jeunes. Et à chaque fois, je leur dis, comme on est jeunes, les gens nous attendent au tournant. Si nous, on fait une erreur, on va nous expliquer, regardez ces jeunes, des aventuriers, etc., etc. Donc, on doit toujours rester très, très professionnel. Oui. Quand on nous dit que le rendez-vous est à 9h, on arrive à 8h. Quel rendez-vous, voilà, on arrive à l'heure. Si on nous dit qu'il faut livrer 100 kilos, on livre 100 kilos. Pas 99 kilos, on livre 100 kilos. Bien. Et à l'heure, etc. Cette rigueur-là est très importante pour moi parce qu'on nous attend constamment au tournant parce qu'on est jeunes. Oui. Et on se dit, ils ont moins d'expérience. On va leur laisser une chance, on va bien voir ce qu'ils vont faire. Et quand on relève le défi, ils se disent, ah, ok, d'accord. Effectivement, ils sont peut-être jeunes, mais ils savent de quoi ils parlent. Elle a fait. Ouais. On peut trinquer à tes 40 ans de succès. Alors, Ticia, je pense que ça fait quoi, 3 ans carrière 5 ans maintenant. 5 ans maintenant. Et par rapport à ça et tout, depuis que tu as commencé à proposer ton produit dans le marché et tout, comment est-ce que les consommateurs reçoivent cela et tout? Quels sont leurs avis par rapport à ça? On a de très bons retours. Il faut savoir que le café congolais est un très très bon café. Je ne parle pas juste du café que nous on propose, le café congolais en général. Je ne suis jamais tombée sur un café congolais qui était de mauvaise qualité, en tous les cas jamais. On a une expertise à avoir au niveau de la torréfaction. Et notre café est bon, donc les retours étaient très bons. D'ailleurs, on a gagné un prix sur le café Robusta à Paris, au Salon international de l'agriculture en 2023. Oui. Ouais. Donc du coup, alors qu'il y avait du café brésilien qui était là, ivoirien, vietnamien, etc., c'est le café, la quinoise, au Robusta, qui a gagné le prix. C'est le Congo qui a gagné. C'est le Congo qui a gagné. Mondialiste, hein? Mondialiste. Donc, c'est pour dire que notre café est très bon. En général, on a de très bons retours. C'est bien, Laetitia. Alors, on va aussi un peu parler de ta vision, tes défis. Alors, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés encore dans la culture du café à Kinshasa? Le climat, le sol, explique-nous un peu qu'est-ce qui a été un peu sombre. Je pense que le plus grand défi quand on fait du café, c'est le temps, hein. Okay. Parce que le café est une agriculture pérenne. Donc, normalement, un arbre vit 25 ans. Et pour qu'il commence à donner des cerises de café, il faut au moins 3 ans, parfois même 5 ans. Donc, c'est pas un business qu'on commence en janvier et on espère récolter en juin. Quel investissement du temps. C'est un investissement qui donne du temps. Donc, vous plantez là, rendez-vous dans 3 ans. Il faut cette patience-là. Et du coup, il faut avoir un plan, un planning très bien rythmé. Par exemple, nous, on a planté plus de 45 000 arbres. Les gens pensent, ah, donc tu as 45 000 arbres qui donnent du café. Non. On a planté 45 000 arbres, mais il n'y a pas 45 000 arbres qui donnent du café parce que ça prend du temps. Dans 3 ans, il y en aura 45 000 qui vont donner du café, peut-être même dans 5 ans. Et donc, du coup, toute cette planification, je pense que c'est un grand défi. Il faut être très organisé, je pense, quand on fait du café. En parlant de l'organisation, comment tu fais pour gérer ton équipe à Mbuji-Mayi? Comment tu fais pour gérer les amis qui sont à Boma? Vraiment, comment tu fais pour gérer ton timing aussi à toi? Parce que tu es une mère de famille, il y a 2 enfants. Il y a aussi l'éternel bébé qui est ton homme, donc ça va pas changer. Mais comment tu gères ça? Alors déjà, j'ai une super équipe. Bien. D'ailleurs, si je peux faire une petite dédicace, Glody, Joey, ingénieur, fiston. Dédicace à vous. Dédicace à vous, j'ai une super équipe. Il y a certaines personnes, c'est pas mes employés, ce sont des partenaires. Okay. Donc, par exemple, ceux qui sont à Boma, je les vois comme des partenaires. On a un planning, ils savent que, par exemple, j'ai besoin de temps de café. Nous, on les accompagne pour qu'ils produisent toujours du très bon café, pour les aider avec leurs difficultés, que la plantation soit bien relancée. Mais après, c'est une activité économique qui est la leur. On n'a pas acheté cette plantation. Donc, on est plutôt en partenariat. Après, pour le reste, j'ai une bonne équipe qui me permet justement de ne pas être au four et au moulin. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un entrepreneur qu'un entrepreneur qui fait tout dans sa société. L'entrepreneur, c'est lui le comptable, c'est lui le stratège, c'est lui le commercial, c'est lui qui fait le marketing. On ne peut pas tenir comme ça dans le temps. On va s'épuiser. Il faut forcément une équipe qui nous appuie. Moi, par exemple, j'ai fait du marketing à l'école. Je pourrais faire mon marketing tout seul. Je le fais une partie, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec mon directeur marketing, mais j'ai un directeur marketing et de communication.
je sous-traite mon marketing à une agence. Donc, je sais ne pas être au four au moulin. Mais comme j'ai fait ces études-là, quand je discute avec mon directeur marketing, on parle le même langage. On se comprend très vite. Mais c'est lui qui prend les décisions au niveau du marketing, de la communication. Bien. Parce que je peux pas être partout. Bah ouais, t'as pas intérêt quand même. Donc on comprend qu'il y a vraiment toute une équipe, une chaîne de commandement qui s'aligne par rapport déjà à ça. Et il y a toute une activité des personnes adaptées et compétentes aussi par rapport à l'exécution. Donc on sait qui fait quoi. Donc voilà quoi. Et en parlant de ça et tout, moi j'aimerais savoir aussi comment est-ce que le marché local reçoit ce projet de la quinoise. Comment est-ce que le marché local le reçoit en tout cas? Alors bon, déjà, il faut connaître notre marché. Beaucoup de gens pensent, ah oui, mais tu fais du café, mais les Congolais ne boivent pas du café. Il y a 20 millions de consommateurs de café au Congo, il y a une personne sur 4 qui boit du café. On a beaucoup de policiers, de militaires, les médecins boivent du café, les professeurs. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui buent, les chauffeurs, beaucoup de gens boivent du café. Il faut juste réussir à les atteindre. Alors après, nous, le marché local, on attaque sur plusieurs fronts. On attaque déjà en B2C, c'est-à-dire qu'on parle directement au consommateur final avec nos chariots, mais aussi au travers des entreprises. On propose notre café à différentes entreprises. Madame Tissia Mukuna, ça va? Tu t'es détendue? T'es bien là? Oui, super. Ça ne dérange pas? Ouais. Jusque-là, on t'a pas trop taquiné, c'est ça? Ouais, non, ça va. Là, pour l'instant, ça va. Pourquoi? Il y a des questions qui vont arriver, qui vont commencer à me faire peur? Non, mais tu sais que le marché quinois parle beaucoup, non? Dis-moi tout. Moi, pas maintenant, on va arriver. Mais dis-nous un peu, quel est ton modèle économique pour la boîte Café La Quinoise? C'est quoi ton modèle économique? Il y a des investisseurs. Comment la boîte fonctionne vraiment? Parce que toi et moi, on sait que déjà que tu as investi beaucoup pour mettre ça en place. Et moi, je dois te dire que le Congo aime ça. Mais comment on fait pour vous soutenir? Parce que on a tellement envie de voir nos différents produits rayonner aussi à l'étranger, aller au-delà de nos frontières, comme tu l'as fait au salon des entrepreneurs, au salon de l'agriculture en France. Comment tu fonctionnes avec ta boîte? Alors, nous, pour l'instant, on n'a pas d'investisseurs extérieurs. Ok. J'ai préféré m'endetter, c'est-à-dire que je prends des crédits à la banque. Je préfère ça parce que tout simplement, je n'ouvre pas encore mes parts pour l'instant. Mais je dis pas que je vais jamais le faire. Et puis aussi, je pars avec un timing peut-être plus lent que certains entrepreneurs qui font du digital. Ok. Vous allez avoir quelqu'un qui est dans le digital, va vous expliquer qu'il a levé 2 millions de dollars, qu'il a plus que 40% de sa société, etc. Non, moi, pour l'instant, ma société, les parts ne sont pas encore éclatées. Et puis, je fonctionne avec des crédits que je rembourse pour financer après nos projets. Et j'ai un plan de développement qui est plutôt carré, en fait. Ok. Mais tu sais qu'à l'étranger, il y a beaucoup d'investisseurs. Ce qui veut dire avec le background que tu as, le réseau aussi, je pense que tu pouvais aussi trouver des investisseurs là-bas pour leur ramener ici au Congo. Alors, au départ, quand j'ai commencé, je voulais m'assurer que ce soit un business périn. C'est-à-dire qui dure dans le temps. Je ne me voyais pas commencer à demander de l'argent à gauche, à droite, qu'ils investissent et puis finalement, le business s'effondre. Pour créer une société, je pense que ça prend du temps. Encore une fois, c'est vraiment différent des gens qui font du digital ou ce genre de choses. Là, je vends un produit, donc j'ai des matières premières, etc. Ouais. J'ai beaucoup de charges. Ça pouvait ne pas marcher. Et puis quoi? J'allais commencer à dire quoi? Donc, je voulais vraiment d'abord maîtriser mon business, maîtriser le processus. Comme ça, quand les investisseurs arrivent, je me sens pas dépassée par les investisseurs qui ont peut-être plus d'expérience que moi. Et du coup, je commence à faire des erreurs. J'ai déjà vu des gens qui ont eu des investisseurs et qui ont perdu parfois leur maison, leur entreprise, etc. J'ai vu ça. Et du coup, je me suis dit, non, moi, si je dois faire entrer des gens dans ma société, je dois être préparée, je dois être la chef d'entreprise, je dois tout connaître de mon business. Je ne peux pas faire entrer des gens alors que je me cherche. Ça fait que 5 ans que je suis là. Pour beaucoup, 5 ans, c'est peu. Pour d'autres, 5 ans, c'est trop. Moi, je trouve que c'est un bon timing. Yeah. On arrive tout doucement. J'ai encore mon plan sur les 5 prochaines années, sur les 10 prochaines années. On est là, le business marche, on est croissant. Mais à 40 ans de succès, tu arrêtes. Bon, j'aurai l'âge d'arrêter, j'espère. Mais justement, ici, en parlant du timing, en parlant de tous ces marges de manœuvre et tout, ta marque La Quinoise, où la vois-tu dans 10, 15 ans, 20 ans après? Comment est-ce que tu vois ta marque?
Alors, avec la beauté du Made in Congo, c'est qu'on ne peut pas garder le Congo pour le Congolais. On doit montrer le Congo au monde. Donc, dans un futur, j'aimerais bien pouvoir exporter mon café, mais pas juste l'exporter pour le mettre dans une petite boutique quelque part, mais exporter des conteneurs et des conteneurs. J'aimerais que les gens pensent à la quinoise comme on pense à d'autres marques de café internationales. Et qu'on puisse vraiment les concurrencer, en fait. C'est là où j'aimerais me voir dans 10-15 ans. Dans 10-15 ans, j'aimerais pas être juste celle qui a fait pousser du café à Kinshasa, mais celle qui a relancé toute une industrie en RDC. Oui. Le projet est grand, le rêve est grand, et Inch'Allah, on sera là pour en témoigner en tout cas. Ah, j'espère. Tu es très haut béni tes efforts. Allez, chine ça. Ouais. Super. Alors, Tissia Mukuna, comment encourages-tu le jeune femme, vraiment le jeune femme qui t'est su à ce moment, qui veulent vraiment s'élancer aussi dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui n'est pas facile? Moi, je suis très dure avec les personnes qui veulent se lancer parce que je teste en fait leur motivation. Leur motivation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une tante ou peut-être vos mères qui étaient... Elle vous aimait, mais elle était dure. Très dure. Et vous savez qu'elle est dure comme ça pour vous motiver, en fait. C'est pas parce qu'elle est méchante. Donc moi, je suis un peu cette yaya-là. Ok. Donc quand je dois motiver les jeunes, et que je fais souvent d'ailleurs, parce que je suis aussi la présidente de la commission jeunes entrepreneurs à la Fédération des entreprises du Congo, à la FEC. Bien. Donc en tant que présidente de cette commission nationale, j'encadre beaucoup de jeunes. Et parfois, je les bouscule un peu, mais pour voir leur ténacité. Parce que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas un monde facile. Au Congo, parfois, on pense que, ah oui, mais qu'est-ce que tu peux faire pour motiver les gens, etc. Comme si tout le monde était dans la bienveillance. Hélas, c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont pas bienveillants. Et ça, il faut que les gens commencent à le comprendre. Que personne a l'obligation de te motiver à faire l'entrepreneuriat. Parfois, il y a même des gens qui vont vous démotiver parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de nouveaux acteurs. Personne va laisser sa chaise pour un jeune. Non. Vous voyez pas que les papas s'accrochent à leur chaise, ils vont pas lâcher la chaise. Donc du coup, il faut savoir que le monde de l'entrepreneuriat est un monde de requins. Et c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pas grave. Faut pas se dire ah j'ai pas réussi à entreprendre et du coup je suis pas bien, je suis pas quelqu'un de persévérante. Non, c'est pas grave. C'est juste pas fait pour toi. Donc il faut désacraliser déjà ce milieu-là. Il faut comprendre les difficultés. Il faut comprendre que c'est pas fait pour tout le monde. Et il faut comprendre qu'il faut une ténacité parce qu'il y a des requins, il y a des serpents, il y a des gens qui vont faire des coups bas. Vraiment, il y a des trucs que je peux même pas raconter ici parce que c'est filmé. Mais j'ai vraiment eu des coups bas de dingue. Et donc, à ces filles-là, pour les motiver, je leur dis qu'il faut qu'elles soient sûres d'elles. Parce que ça risque même de les traumatiser, d'entreprendre et puis se faire bousculer à gauche et à droite. Ça peut même te traumatiser. Donc, il faut qu'elles soient sûres d'elles. Mais que si moi, j'ai réussi, elles peuvent réussir. Et tu penses que la jeune femme congolaise a beaucoup d'avenir devant elle? Oui, mais il faut qu'on commence à se dire que parfois il faut changer le rêve. Si ton rêve c'est d'épouser un mari directeur, dis-toi que ton rêve pourrait être d'être la directrice. Ok. Au lieu d'épouser un mari qu'on appelle boss, peut-être que c'est toi qu'on peut appeler boss aussi au boulot. Il faut changer le mindset. Il faut pas se dire que de toute façon je fais l'école mais ça sert à rien. Parce que je vais rester à la maison, etc. Pourquoi pas, si c'est ce que tu veux. Je dis pas qu'il faut pas être mère au foyer. Être mère au foyer, c'est un beau boulot aussi. C'est beaucoup de travail. Mais je dis tout simplement que si tu veux entreprendre, il faut que tu te donnes les moyens. Il faut que tu changes de mindset. Et en parlant de moyens, en parlant aussi un peu de la femme, ça fait un peu débat. Si aujourd'hui, Tissia Mukuna n'avait pas trouvé son homme, et que tu as ce que tu as aujourd'hui, tu as l'argent, tu peux te taffer de voyage et tout, est-ce que ça allait être facile de trouver ton amour? Ah, je doute. Ok. Vraiment, je doute. Déjà, je pense que ma chance, c'est qu'on s'est rencontrés, on était encore étudiants, on était jeunes. Donc, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc, magnifique. Donc, c'était ma chance. Moi, c'est mon seul copain. Donc, donc c'était ma chance, vraiment, c'était ma chance. Mais si c'était pas lui... C'est déjà difficile d'imaginer la vie sans mon mari, mais si c'était pas lui, je pense que ça aurait été difficile pour moi. Déjà, je pense que je me serais pas laissé le temps de faire ça, et ça c'est un problème aussi. Quand on est trop dans le travail, on pense plus trop après aux frivolités, on pense, tu vois. Donc je pense que je me serais pas laissé le temps de ça, je serais peut-être passé à côté de quelque chose de très beau, c'est d'avoir une famille. Je me souviens quand j'avais commencé à entreprendre, j'avais d'ailleurs une yaya qui m'avait dit ça, Patricia Zolatima.
Ok. qui avait Ubiscabs à l'époque, et qui m'avait dit, tu entreprends, c'est très bien, mais n'oublie pas d'être aussi une femme. Oui. Et ça, je pense que c'était un super conseil. Sur le coup, je n'avais pas trop bien compris, mais en fait, avec le temps, je me rends compte de ce qu'elle voulait dire. Il ne faut pas oublier aussi de construire sa vie en tant que femme, parce que quand tu auras 70 ans, tu es à la retraite, qu'est-ce qui te reste? 40 ans même. Oui, voilà. Il te reste quoi? T'as pas eu d'enfant, t'as pas eu de mari, t'es toute seule dans une belle maison, mais t'es seule. Tu rentres à la maison, t'es face à face avec ta télé. Il y a personne qui va te déranger. Il y a personne qui t'attend, il y a personne à qui tu racontes une histoire le soir avant de dormir. Donc il faut pas passer à côté de sa vie, et ça c'est le défi de beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est très très chronophage. Yeah. Moi j'ai vécu ma vie d'entrepreneur avant et après le mariage. Ok. Avant le mariage, je pouvais même travailler un dimanche. Je pouvais travailler jusqu'à pas d'heure. Je pouvais être sur mon ordinateur. Parfois, j'envoyais des mails à 2h du matin. Quand la personne se lève le matin, il voit que le mail est envoyé à 2h du matin. Il se dit, mais elle dort quand elle dort comment? Et puis après, elle envoie aussi un message à 6h du matin. Mais elle dort quand? La constance. Donc, ma vie, c'était le travail. Yeah. Puis après, il y a eu le mariage et je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Je peux pas être réveillée sur un ordinateur à 2h du matin. Surtout. À 6h du matin, je dois être avec mes enfants. Je vais pas être là en train de commencer à faire des mails. Donc, en fait, j'ai fait un choix. Les dimanches, par exemple, mon téléphone pro, je l'éteins. Oui. J'ai un numéro, c'est vraiment en cas d'urgence. C'est si l'usine brûle. Mais sinon, mon téléphone, il est éteint. Le dimanche. À partir de 17h, je rentre chez moi. Sauf urgence, au revoir. Donc, j'ai commencé à mettre un peu de discipline. Mais j'ai réussi à faire ça parce que j'avais aussi à installer mon entreprise. Oui. Je pense que si on était encore dans les débuts de l'entreprise, ça aurait été difficile. Oui. Donc, c'est pour ça que quand on veut entreprendre, c'est bien de commencer tôt aussi. Yeah. Vous commencez quand vous n'avez pas encore d'impératif familial, etc. Parce que c'est à ce moment-là que vous mettez toute votre énergie. Oui. Et quand vous avez vos impératifs familiales, vous avez déjà une famille et votre entreprise est déjà là. Oui. Donc, c'est intéressant de commencer tôt. Wow. C'est bien, hein. Ça va, aujourd'hui, tu gères une famille, tu as l'entreprise que tu gères de l'autre côté. C'est bien parce que tu l'as compris très tôt qu'il fallait quand même se positionner. Tu es une femme, tu sais, c'est la loi du business. Hein. Donc, plus tu as de l'argent, comme on dit, tu as de moyens qu'il faut, bah, tu deviens un peu un danger face aux hommes. Ah, comment je vais l'impressionner? Est-ce qu'elle aime ça? C'est trop exigeant après. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai même une copine, je m'en souviens à l'époque, elle habitait toute seule, mais chez elle, il manquait une télé, et puis elle avait pas... Attends, il manquait un micro-ondes, je crois, enfin 2-3 trucs comme ça. Et un jour, on rigolait, on lui disait, mais t'as l'argent, pourquoi t'achètes pas? Elle a dit, non, si j'achète, mon homme ne va rien pouvoir m'acheter. Donc, je fais exprès de pas m'acheter de télé pour que quand je rencontre un homme, il se dise, tiens, ma chérie, j'ai vu que t'avais pas de télé, je t'offre une télé, tu vois. Mais si j'ai tout, qu'est-ce qu'il va m'offrir? Non. Donc, elle avait pas de voiture, elle avait pas de télé, mais elle pouvait avoir tout ça, mais elle voulait pas l'avoir pour que son potentiel homme puisse pouvoir lui offrir quelque chose. Je vais laisser Joe clôturer avec toi. Ok. Mais je voulais juste que tu nous expliques un peu quels sont tes rêves aujourd'hui pour l'avenir. Parce qu'on est pratiquement déjà arrivé à la fin de ces podcasts. Je vois que t'as vraiment pas envie qu'on s'arrête là. Mais bon, on n'a pas le choix. Après, ici, vous avez aussi un programme. C'était déjà un honneur de partager ces moments avec vous. Mais avant de vous laisser clôturer ces podcasts avec le boss du bar, Joe Mac, qui est là avec nous, c'est quoi tes rêves? Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment tu vois ta vie? Comment tu vois ton entreprise? Est-ce que Café La Quinoise va encore exister? Est-ce qu'on va créer plus des entreprises pour donner les emplois aux jeunes? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir les jeunes femmes qui préfèrent encore les jets d'hasard au lieu d'aller même chercher, au lieu d'aller même s'investir dans l'agriculture, et ça dérange tant que femme leader. Que penses-tu de ton avenir et l'avenir de la femme? Alors, déjà, pour moi, société, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ma société me survive. Oui. Le jour où je serai plus de ce monde, j'ai pas envie que ma société meure. J'ai envie qu'elle continue de grandir, parce que derrière, il y a des gens qui travaillent et qui ne méritent pas ce que la société s'arrête parce que madame n'est plus là. Oui. Donc, j'essaie de bâtir une société qui dure dans le temps et qui va rester à la postérité. Au-delà de ça, c'est un défi qui est très ambitieux, de vouloir relancer toute une industrie en RDC. J'espère que d'ici 20 ans, on y arrivera. Amen. Parce qu'il faudra quand même au moins 20 ans, je pense. Yeah.
Et puis pour les femmes, oui, c'est changer de mindset. Quand on dit qu'une femme doit être ambitieuse, qu'elle doit être leader, on ne dit pas qu'elle doit imiter les hommes leaders qui sont déjà là. On doit trouver notre style de leadership. On est différents, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie dans notre façon de manager l'entreprise. Yeah. Et donc, à ces femmes-là, je leur dirais de trouver du coup le courage de commencer. Oui. Et si elles ne savent pas par où commencer, qu'elles achètent déjà un cahier, un stylo, elles notent. C'est quoi mon idée? Où je veux aller? Qui sont mes clients? Comment atteindre mes clients? Etc. Elles se posent toutes ces questions-là et à la fin, elles auront déjà créé leur business plan. Atayondego tekaramaki. Donc, Madame Tisiam, qu'on appelle planning, lo lenge ninyo bongisa makambo na yo. Merci et beaucoup, avoir un Tisiam, plan, surtout. Ouais. Ça, c'est beaucoup de gens pensent que quand on veut entreprendre, il faut déjà commencer à aller comme ça. Non, non. Le cahier, le stylo, il faut avoir un plan. Oui. Parce que aller comme ça sans plan, c'est comme si vous marchiez à l'aveugle. C'est la meilleure façon d'échouer, c'est de commencer sans un plan. Je reviens d'ailleurs sur ce que tu dis. Il y a Youssoufa qui dit dans une de ses chansons, quand tu planifies rien, tu planifies ton échec. Et Youssoufa qui est venu à ma plantation. Vas-y. C'était bien Tissia Mokuna sur le plateau de Hot Shot saison 2. Alors, pour finir, Tissia, j'aimerais que tu puisses regarder la caméra qui est juste en face de toi et j'aimerais que tu puisses relayer un message universel à toutes ces femmes qui aspirent à devenir comme toi, qui te prennent comme modèle, comme exemple, et même pour toute la jeunesse congolaise aussi, qui aspire à pouvoir entreprendre dans ce domaine et tout, dans ce secteur, dans ce milieu. Quel est le conseil, quel est le message universel que tu es prêt à leur donner face à la caméra en ce jour au plateau Hot Shot? Alors, j'ai 2 messages. Le premier, ce serait de dire à tous ces jeunes que c'est pas grave si vous trouvez que personne vous aide ou croit en vous. Si on vous laisse pas une place sur la scène de l'entrepreneuriat, prenez vous-même votre chaise. Si la porte est fermée, entrez par la fenêtre et installez-vous. La deuxième chose, on n'est pas obligé de commencer grand. On peut commencer petit. La grandeur vient avec le temps. Yeah. Quand les gens cherchaient de l'or, c'est pas ceux qui cherchaient de l'or qui se sont enrichis. C'est ceux qui vendaient des pelles pour creuser. Donc vraiment, commencez petit et vous allez voir, avec une stratégie, tout ira bien. Et je suis là pour vous aider, sinon. Merci beaucoup Tissia. Mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé et comment est-ce qu'on peut essayer de vous contacter, par exemple pour d'autres investisseurs ou d'autres personnes qui sont intéressées à pouvoir collaborer avec vous. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour recevoir, pour tomber sur votre mail et tout? Alors oui, effectivement, on peut soit m'envoyer un message à info@la-quinoise.com ou alors sur les réseaux sociaux. Alors, je reçois beaucoup de messages. Je réponds pas rapidement parce qu'il y a beaucoup de messages et à côté, je suis occupée. Mais j'essaie toujours de répondre en tous les cas. Et sinon, vous pouvez me retrouver à la FEC. Quand je fais mes permanences, vous venez me voir et puis on discute de vos projets. Merci beaucoup Tissia Mokuna, merci Manasseh Mbala le pragmatique et merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Et nous voici à la fin de cette émission et de notre podcast qui est la saison 2 Hot Shot. On se dit à très très bientôt pour un nouvel invité qui sera parmi nous et aussi pour une nouvelle expérience dynamique et aussi pour partager nos moments, partager aussi notre expérience, cette diversité et tout culturelle et aussi entrepreneuriale. On se dit à bientôt, c'était Hot Shot. Merci, Joe Mac.